Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 5e et dernier volet de notre semaine sur l'agro-industrie, avec un dossier consacré aux petites et moyennes entreprises dans l'agroalimentaire au Cameroun. Au programme également de cette émission, un couvre-feu a été décrété en Tunisie après 4 jours de manifestations de sans-emploi. Et au Burundi, une délégation des Nations Unies est arrivée ce jeudi pour tenter d'ouvrir un dialogue avec l'opposition. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Monsieur Germain Onogo, vous êtes président, directeur général de la société Onogo & Partners Holding. Bienvenue. Bienvenue. Merci, bonsoir. Et avec nous également nos éditorialistes, Malik Hacher, bienvenue. Bonsoir Fanny et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et Gracien Okindikizel, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. En Tunisie, un couvre-feu a été décrété de 20h à 5h du matin à partir de ce 22 janvier. Une décision prise une semaine après la mort d'un jeune chômeur dans la ville de Kasserine et après plusieurs jours de manifestations de sans-emploi. Une contestation qui continue d'ailleurs de s'étendre. Gladys Mamba. Couvre-feu nocturne décrété sur l'ensemble du territoire tunisien. Le ministère de l'Intérieur a décrété un couvre-feu national à partir de 20h jusqu'à 5h du matin, à compter de ce vendredi 22 janvier 2016, et ce jusqu'à nouvel ordre. Une décision qui intervient après les tensions sociales qui ont secoué plusieurs régions du pays, depuis le décès d'un jeune chômeur mardi 19 janvier à Kasserine, ville du centre du pays. Je pense que c'est une mesure sécuritaire prise par les autorités tunisiennes pour éviter les déplacements des personnes révoltées, des jeunes qui sont en émeute dans plusieurs localités de Tunisie. Vous savez que la révolte a commencé à Kasserine, et éviter également des scènes de saccage et de pillage, puisque le quartier Tazamoun, qui est un quartier populaire de Tunis, a connu des scènes similaires. Je ne sais pas si ça va apaiser, mais au moins ça va réduire les mouvements de colère, surtout le soir. Et c'est peut-être une manière pour les autorités d'essayer de commencer à régler cette crise qui est un peu une crise plutôt sociale que politique. Les autorités tunisiennes estiment que les manifestations de revendication pour l'emploi et le droit du travail ont été détournées de leur objectif initial. Plusieurs actes de pillage et de vandalisme contre les institutions de l'État ont été recensés. Le ministère de l'Intérieur a donc invité tous les citoyens à respecter ce dispositif de couvre-feu sous peine de poursuites judiciaires en cas de refus d'obtempérer. Quand on viole un couvre-feu, les services de police et de gendarmerie, parfois les militaires qui sont chargés donc de faire respecter le couvre-feu peuvent tirer donc sur les personnes qui ne respectent pas ces mesures. Bon, les autorités ont choisi peut-être le meilleur moyen, c'est des poursuites pénales, des poursuites judiciaires contre les personnes qui ne respectent pas ces mesures, parce que le gouvernement tunisien pense que peut-être qu'il y ait donc des manipulations derrière ces manifestations, parce que les manifestations étaient plutôt sociales au début à Kasserine, pour se propager après, on ne sait pas. Est-ce que c'est la situation sociale? Est-ce que c'est la situation économique? Cette mesure vise à préserver la sécurité nationale des citoyens et des biens publics. Seuls les travailleurs de nuit et les cas d'urgence se sont exemptés de cette décision. L'instauration du dernier couvre-feu avait eu lieu au mois de novembre 2015, après l'attentat contre un bus de la garde présidentielle, une mesure de sécurité qui avait duré 30 jours. Malik, le printemps arabe avait débuté dans un contexte à peu près semblable, dans un contexte de contestation sociale. Est-ce que la Tunisie peut s'embraser à nouveau ? Elle peut s'embraser à nouveau, mais bon, je ne pense pas qu'on va rééditer le même mouvement révolutionnaire. Mais effectivement, la situation est inquiétante au regard des dernières manifestations. La situation économique et sociale s'est fortement détériorée en Tunisie après la révolution. Je pense que la réponse, effectivement, elle a été donnée par le journaliste d'El Watan. Elle doit être économique et sociale, surtout parce que vous avez encore des régions qui étaient déjà délaissées avant la révolution, mais qui malheureusement souffrent plus encore de ce problème économique et social. Les régions du centre, notamment, où le taux de chômage des jeunes est de plus de 40 à 50% parfois, même les diplômés sont touchés par ce problème-là. Dire qu'on est dans une situation avant une révolution, je ne pense pas. Je pense qu'on est dans une situation critique. Le gouvernement n'a d'autre choix que d'imposer le couvre-feu parce que la Tunisie, comme vous le savez, est particulièrement exposée au terrorisme. Et donc, c'est vrai que ce contexte-là peut profiter malheureusement aux ennemis de la Tunisie. Et au premier plan, les terroristes. Donc c'est la solution. Mais
J'ai espoir pour la Tunisie qu'elle retrouve le chemin de la croissance économique. Néanmoins, il faudrait que le gouvernement s'efforce à remettre en question sa politique. On a vu en Égypte ce que ça a donné en Égypte. On a eu quand même Al-Sisi, même si on peut critiquer son pouvoir personnel. Il a quand même eu cette audace de permettre au pays de se remettre sur les rails, sur le plan économique. Pourquoi ? Parce qu'il a su attirer les investissements étrangers. Et d'ailleurs, l'Égypte est l'un des seuls pays en Afrique actuellement qui a permis un retour massif des IDE. Donc la Tunisie doit suivre le chemin de l'Égypte sur le plan économique. Gratien, pour le Premier ministre Habib Essid, le gouvernement n'a pas de baguette magique. Est-ce que ce message de patience peut être compris par la population ? C'est un message que nous entendons de la part des pouvoirs, que ce soit en Afrique, même en Europe. On dit qu'on n'a pas de solution pour lutter contre le chômage. Mais en réalité, c'est que ces pouvoirs ne veulent pas écouter les citoyens. Ce qui s'est passé, c'est un signal. Ce n'est pas une baguette magique. Il y a des solutions qui existent. Il suffit qu'il y ait... Il faut établir, par exemple, les états généraux en Tunisie pour discuter avec les gens. Quelles sont les solutions ? Pourquoi il y a eu la révolution ? Quelles étaient les revendications ? Pourquoi des régions sont moins favorisées que les autres ? Pourquoi l'économie ne démarre pas ? Pourquoi, par exemple, les gens se révoltent ? Les gens ne se révoltent pas parce que la croissance n'atteint pas 10%. Non, il y a des pays où il y a une croissance faible. Les gens se révoltent parce qu'ils voient bien qu'il y a une mauvaise répartition, il y a la corruption, il y a un manque d'explication, de pédagogie. Il faut expliquer, trouver les moyens. Il y a toujours des choses à faire dans un pays. Avec peu de moyens, on peut relancer l'économie. Surtout, l'économie est relancée. On peut dire les gens qui viennent investir de l'étranger, mais il y a aussi la masse monétaire dans un pays. Et cette masse monétaire peut être réorientée si jamais il y a une bonne vision, c'est surtout l'économie est faite par, disons, là, on croit en l'avenir et du coup l'économie nationale marche. Merci. Dans l'actualité également au Burundi, une délégation d'ambassadeurs des Nations Unies est arrivée ce jeudi. Ils ont constaté la situation de violence dans laquelle se trouve actuellement le pays. Ils doivent également convaincre pouvoir et opposition de reprendre le dialogue. Zahra Mohamed Mouchou. Nouvelle mission de médiation de l'ONU au Burundi. Une délégation de 33 personnes est arrivée ce jeudi à Bujumbura. Le Conseil de sécurité espère persuader le président Pierre Nkurunziza, dont le troisième mandat controversé est à l'origine de la crise, d'accepter la proposition de l'Union africaine de déployer une force de maintien de la paix de 500 000 hommes. La délégation qui vient prendre le pouls de la situation au Burundi, ce qui permettra, nous donnera l'occasion de pouvoir l'exprimer sur une série de déclarations qui ont été faites par le Conseil de sécurité, qui n'ont pas toujours malheureusement reflété la réalité sur le terrain. C'est la seconde fois en moins d'un an que le Conseil de sécurité des Nations Unies sera en visite à Bujumbura, mais cette fois, le contexte a profondément changé. D'abord, les différentes instances de l'ONU ont tour à tour tiré la sonnette d'alarme. Ensuite, l'organisation fait face à l'échec des institutions régionales. En effet, la médiation ougandaise n'a pas été concluante à la rencontre symbolique d'Entebbe le 28 décembre 2015. L'ONU va constater les positions des uns et des autres, les disponibilités des uns et des autres, les approches des uns et des autres. Et pourra tirer après ces conclusions et prendre bien sûr des décisions au niveau justement des instances avisées des Nations Unies qui aillent beaucoup plus dans le sens à ramener les uns et les autres vers la voie de la paix. Et le gouvernement actuel, sa responsabilité n'est pas de refuser. Parce que ce n'est pas le refus qui résout les problèmes. C'est beaucoup plus comme tout le monde l'y invite, s'inscrire dans le dialogue. Si le gouvernement refuse d'entrer dans la logique de sa négociation, ça voudra dire qu'il aura opté uniquement pour la voie de la violence et contre donc ceux qui sont face à lui de ne voir d'autres démarches que la violence. À ce moment-là, en tant que gouvernement, il portera de graves responsabilités que chacun doit constater et inscrire, comme j'allais dire, des actes d'accusation de ce gouvernement comme ayant été à la base du blocage de la voie que tout le monde préconisait pour résoudre la crise.
Les violences au Burundi ont fait plus de 400 victimes et contraint à l'exil plus de 200 000 personnes. La diplomatie internationale se heurte au refus du chef de l'État burundais. Toutefois, cette rencontre souhaitée par les Nations Unies a été acceptée par le gouvernement. Mais dans ce contexte délicat, la mission s'annonce périlleuse. Gracia, est-ce qu'il peut y avoir un déclic avec cette mission des Nations Unies ? Je ne pourrais pas me prononcer parce que je connais bien le président, je connais aussi les gens qui sont autour de lui. C'est une mission qui est chargée en fait de convaincre Nkurunziza d'accepter l'envoi des 5000 militaires de l'Union africaine dans le cadre de Maprobu. Et aussi, il faut qu'il accepte de négocier à Arusha, notamment sous la médiation de l'Ouganda. Alors, il refuse l'envoi des troupes et en même temps, les négociations, la médiation, il dit oui un jour, le lendemain il dit non. Mais en réalité, compte tenu de ce qui se passe au Burundi, les massacres, les viols des femmes, il y a un besoin d'envoi de ces troupes. Il y a aussi même, disons, l'Union africaine joue sa crédibilité parce qu'il a décidé d'envoyer les 5000 militaires et le Burundi refuse. Alors, il y a le bras de fer, c'est de savoir qui va accepter, qui va lâcher, qui va perdre. Est-ce le Burundi ou l'Union africaine? Or, on sait bien que dans ce contexte, il y a la Tanzanie qui soutient plus ou moins le Burundi, le pouvoir de Nkurunziza. Est-ce que le Conseil de sécurité pourra convaincre Nkurunziza d'accepter? On ne peut pas vraiment se prononcer parce qu'il y a eu beaucoup de refus et on ne voit pas vraiment vers où il s'achemine. Malik, c'est pas déjà un premier pas que le gouvernement burundais accepte cette mission des Nations Unies? Je ne sais pas, Fanny, j'ai l'impression que le pouvoir quand même burundais joue la carte essaie de gagner du temps, pardon. Il essaie de gagner du temps en accueillant cette délégation et d'un côté, comme Gracien vient de le dire, il a refusé cette intervention de l'Union africaine qui n'est pas une intervention armée, qui est juste une intervention pour pacifier le pays, c'est-à-dire des soldats pour maintenir la paix, ce qui est quand même paradoxal pour le pays. Et d'ailleurs, ça aurait même renforcé le pouvoir du Burundi s'il avait accepté l'intervention de l'Union africaine parce que ça aurait prouvé son ouverture et donc sa capacité à négocier et d'une façon ou d'une autre, il aurait pu se maintenir. Bien évidemment, là, on a un pouvoir qui est réactionnaire, qui a du mal qui pense que toute intervention extérieure de maintien de la paix est une tentative d'ingérence dans les affaires étrangères, alors que non. Moi, je suis sceptique sur l'aboutissement d'une telle mission parce qu'on a vu que dans d'autres pays, il y a eu des délégations qui sont venues et puis qui sont reparties sans avoir vraiment d'avancée sur le dossier. Moi, ce que je souhaite effectivement, c'est que l'intervention de l'Union africaine via justement une force de maintien de paix est indispensable. Et j'espère que ça va se faire et j'espère que le pouvoir aura au moins cette fois une ouverture. Gracia, si une force est envoyée malgré le refus des autorités du Burundi, est-ce qu'il y a un risque de guerre civile? Alors, techniquement, on peut parler techniquement, après politiquement. Techniquement, si cette force est envoyée, il est prévu un appui de la force de l'Union des Nations Unies, la MONUSCO, qui se trouve de l'autre côté de la rivière Rusizi, donc en RD Congo. Donc, il ne pourrait pas y avoir une résistance du Burundi tout en sachant qu'il serait en guerre contre le monde entier. Et pour la guerre civile, ce n'est pas cette force qui peut provoquer la guerre civile. C'est cette force, justement, qui peut empêcher la guerre civile. Parce que la guerre civile, on est déjà dedans. Quand on voit les gens qui sont tués, les tirs pendant la nuit, les viols, les arrestations arbitraires, les massacres, pour moi, on est déjà en guerre civile. Cette force, au contraire, serait là pour aider contre cette guerre civile. Elle serait là même pour protéger Nkurunziza parce que lui aussi, il s'estime en danger, il s'est déplacé, il n'est plus dans la capitale, il se trouve à Gitega, la deuxième ville, et d'ailleurs il reçoit le Conseil de sécurité à Gitega, non pas dans la capitale, parce que souvent il est à Gitega, il y a un problème de sécurité dans la capitale. Merci, nous allons marquer une courte pause d'un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.